Cette présentation aborde un phénomène clinique de plus en plus courant, le décalage psychologique profond que l'on peut ressentir après une perte de poids à la fois rapide et importante. On va explorer ensemble les mécanismes neurologiques et psychiques qui sont en jeu, et puis bien sûr les pistes d'accompagnement possibles. Ce témoignage, il nous met directement au cœur du sujet. On a ici une personne qui a objectivement perdu beaucoup de poids, mais dont l'expérience intérieure, la perception d'elle-même, est toujours ancrée dans son ancien corps. C'est vraiment le point de départ de notre réflexion. La question qui se pose est donc simple. Pourquoi cette inertie de la perception? Quels sont les freins qui empêchent l'image de soi de s'actualiser en même temps que la réalité physique? C'est précisément ce que nous allons examiner. Pour cela, notre parcours va se dérouler en 4 étapes. On commencera par le contexte actuel de ce phénomène, ensuite on décrira cliniquement ce qu'on appelle le syndrome du corps fantôme, puis on ira voir ses racines plus profondes, et pour finir, on abordera les aspects pratiques de l'accompagnement thérapeutique. Voilà, première partie. Il faut comprendre que si ce syndrome prend une telle ampleur aujourd'hui, c'est directement lié à l'arrivée de nouvelles approches médicales, en particulier les médicaments de la classe des agonistes du GLP-1, qui permettent des pertes de poids spectaculaires et très rapides. Et pour bien mesurer l'échelle de ce phénomène, ce chiffre est assez évocateur. Rien qu'au Royaume-Uni, on estime à 5 millions le nombre de personnes qui seront bientôt concernées. Ça signifie très concrètement que les professionnels de la santé mentale vont être de plus en plus confrontés à cette problématique en consultation. C'est le principe fondamental à retenir. Le problème, ce n'est pas la perte de poids en elle-même, c'est le temps de latence, le décalage entre la nouvelle réalité physique et la perception que le cerveau a du corps. Et cette perception, c'est une construction solide qui s'est façonnée pendant des années d'expérience. Passons maintenant à la description plus clinique de ce phénomène. On parle de syndrome du corps fantôme ou de graisse fantôme, une terminologie qui fait bien sûr écho à la perception d'un membre amputé qui serait toujours présent. Concrètement, comment ça se manifeste? Eh bien, par un ensemble de comportements assez cohérents. La personne continue d'agir comme si elle occupait son ancien volume corporel, en évitant des passages étroits par exemple. Elle va se méfier des compliments, avoir du mal à les intégrer et souvent rester focalisée sur une zone précise, comme le ventre. D'un point de vue clinique, il est utile de distinguer deux profils principaux. D'un côté, le profil A, pour qui l'obésité remonte à l'enfance. L'identité s'est construite avec ce corps-là. Il n'y a pas de référence antérieure. Le travail consiste donc à bâtir une image corporelle totalement nouvelle. De l'autre, le profil B, pour qui la perte de poids est un retour à un état connu. Là, la tâche est différente. Il s'agit de réactiver une référence qui existe déjà. Bien, maintenant, allons voir les mécanismes qui se cachent derrière ce phénomène. Pourquoi l'esprit a-t-il autant de mal à suivre le corps? La réponse est complexe, elle se trouve au carrefour de la neurologie, de la psychologie du développement et de la psychanalyse. Le premier concept à comprendre, c'est celui du schéma corporel. C'est une notion purement neurologique. Il faut l'imaginer comme une sorte de GPS interne qui cartographie en permanence le corps dans l'espace. Lors d'une perte de poids très rapide, ce GPS n'a tout simplement pas eu le temps de mettre ses cartes à jour. Le deuxième concept, qui est différent, c'est l'image inconsciente du corps. Elle n'est pas neurologique, mais psychique. Elle est le résultat de toute l'histoire relationnelle de l'individu, modelée par les mots, les regards, les contacts, venus des figures d'attachement, surtout pendant l'enfance. Ce tableau nous permet de voir comment ces différentes théories s'articulent. Le schéma corporel explique les réflexes moteurs, comme le fait d'éviter les passages étroits. L'image inconsciente du corps, elle, explique la persistance de la honte ou de la gêne. La théorie polyvagale nous éclaire sur l'état d'alerte permanent, cette sensation de danger à être vu. Et enfin, les théories de l'attachement et de l'IFS nous montrent comment le poids a pu avoir une fonction émotionnelle, une fonction d'armure protectrice. Ce mécanisme s'organise souvent autour d'une boucle qui s'auto-renforce. Tout part d'un sentiment de détresse, de solitude. Ça mène à l'alimentation comme stratégie de régulation. Il y a une prise de poids qui suscite des jugements extérieurs, lesquels renforcent le sentiment de détresse initiale. Et la boucle est bouclée. Ce qui est intéressant, c'est que les médicaments comme les GLP-1 interviennent à l'étape 2, sur le comportement alimentaire. Mais ils ne traitent ni l'étape 1, ni l'étape 4, qui sont pourtant le moteur du cycle. Cette citation du docteur de Montsabert résume très bien le défi. Le médicament a changé le corps, c'est un fait. Mais le logiciel psychologique qui est en dessous, cette fameuse boucle, lui, il continue de tourner. La racine du problème n'a pas été adressée. Arrivons maintenant à la dernière partie, plus pratique. Concrètement, comment peut-on soutenir cette mise à jour de l'image de soi, que ce soit du point de vue de la personne qui le vit ou de celui du thérapeute qui l'accompagne?
Pour les personnes qui traversent cette expérience, le premier point est de déculpabiliser. Ce décalage est un processus neurocognitif normal, ce n'est pas un échec. Il est utile de savoir que le cerveau a besoin de temps, entre 18 et 30 mois, pour s'adapter, de comprendre que le système nerveux est peut-être encore programmé en mode protection, et que les outils simples comme les photos avant-après peuvent aider le cerveau à objectiver le changement. Pour les thérapeutes, la posture est absolument clé. Il faut à tout prix éviter les phrases qui minimisent l'expérience comme Mais regardez comme vous êtes bien maintenant ». Même si ça part d'une bonne intention, ça invalide le ressenti. Il est bien plus aidant de nommer le phénomène, de le valider. Et au lieu de considérer le problème comme résolu, il est intéressant d'ouvrir une exploration. Je me demande, est-ce que ce corps avant vous protégeait de quelque chose ? Et ça nous amène au véritable objectif du travail thérapeutique. Ce n'est pas la stabilisation du poids sur la balance, c'est la transformation de la sensation interne. La cible, c'est de passer d'une expérience de soi vécue comme lourde et exposée à un sentiment de légèreté, de liberté et surtout de sécurité dans le fait d'être vu par les autres. Cette analogie des lunettes tentées est une bonne façon de résumer le processus. Pendant des années, le cerveau a perçu le corps et le monde à travers un filtre. Le fait de retirer ce filtre ne suffit pas. Il faut un vrai temps de recalibrage pour que le cerveau apprenne à traiter les nouvelles informations visuelles et sensorielles sans cet ancien filtre. On peut donc conclure sur cette question fondamentale. Si l'on part du principe que le vrai corps est celui que l'on ressent de l'intérieur et non simplement celui que le miroir nous renvoie, alors tout le défi de l'accompagnement est là. Comment aider le ressenti à enfin rattraper le reflet ?